Au G20 à Saint-Pétersbourg, les présidents français et américains cherchent des soutiens pour une action militaire en Syrie. Une partie qui s'annonce difficile, notamment avec leur hôte, Vladimir Poutine. Les députés kenyans viennent d'adopter une motion demandant un retrait du pays de la CPI. Un peu plus tôt, la Cour pénale internationale avait prévenu la procédure contre le président Kenyatta se poursuivra. Enfin, en Égypte, le ministre de l'Intérieur a échappé à une tentative d'assassinat. Une voiture a explosé au Caire. Au moment où passait son convoi, plusieurs personnes ont été blessées. Bienvenue dans ce journal, merci de nous rejoindre sur France 24. La crise syrienne n'est pas à l'ordre du jour, mais elle domine évidemment le sommet du G20 qui s'est ouvert à Saint-Pétersbourg, la ville natale de Vladimir Poutine. Un parfum de guerre froide plane sur ce grand raout. Vous savez que la tragédie syrienne a creusé le fossé entre les États-Unis et leurs alliés et la Syrie qui a toujours affiché un soutien indéfectible au régime de Bachar el-Assad. Le sourire est à destination des photographes uniquement. Vladimir Poutine et Barack Obama savent que les discussions à venir vont être compliquées. Non pas sur le programme officiel du sommet, croissance économique et problèmes monétaires, mais bien sur le sujet qui domine cette rencontre à Saint-Pétersbourg, la Syrie. Certains participants m'ont demandé de donner le temps et la possibilité de discuter d'autres sujets très urgents de politique internationale, en particulier la situation autour de la Syrie. Je suggère de le faire pendant le dîner. Un sujet très urgent, un gouffre diplomatique entre Moscou et Washington. Soutenu par Paris, Barack Obama reste déterminé à punir le régime de Damas pour l'utilisation présumée d'armes chimiques contre sa population. Le président américain attend l'approbation de son Congrès pour agir. Vladimir Poutine, de son côté, reste opposé à toute offensive militaire contre son allié syrien, en particulier si elle devait se faire en dehors du cadre de l'ONU. Derrière lui, le président russe peut compter sur l'appui de la Chine et a fortiori de la plupart des pays émergents du G20, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, opposés par principe à une intervention. Seuls Angela Merkel et David Cameron, qui a dû renoncer à toute velléité d'intervention après le vote des députés britanniques, disent espérer encore à cette heure trouver un compromis. Et on retrouve sur place notre envoyée spéciale Stéphanie Antoine. Stéphanie, bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que le président français attend de ce G20 ? Eh bien, il attend un consensus politique européen autour de la question syrienne. Valérie, vous savez qu'ici, il y a 5 Européens. Vous avez Angela Merkel pour l'Allemagne, David Cameron pour la Grande-Bretagne. Vous avez l'Espagnol, l'Italien. Et puis Herman Van Rompuy, le président du Conseil européen. Et l'idée, pour François Hollande, ça serait de trouver un consensus politique autour de la question syrienne qui reconnaisse à la fois, donc qui condamne l'utilisation des armes chimiques et qui condamne le régime syrien d'avoir utilisé ces armes chimiques. Alors, il a eu une entrevue très brève avec Angela Merkel. On ne sait pas très bien ce qu'il en est sorti. Et vous savez que les Européens restent tout de même divisés sur cette question syrienne, donc ça ne va pas être simple. Mais l'idée, c'est d'aller vers ce consensus politique avant la réunion des ministres des Affaires étrangères à Vilnius demain, lors du sommet européen. Merci Stéphanie. Évidemment, on vous retrouve dans toutes nos prochaines éditions pour faire un point complet sur ce sommet du G20. Et puis Vladimir Poutine l'a dit, eh bien, le dîner sera consacré au dossier syrien. Deuxième grand titre de l'actualité, le Kenya va-t-il se retirer de la CPI? C'était la question étudiée aujourd'hui au Parlement kényan et les députés ont voté pour, une décision qui n'est pas anodine puisque, je vous le rappelle, le président et le vice-président sont poursuivis par la Cour pénale internationale pour les violences post-électorales de fin 2007, début 2008. Alors techniquement, le retrait est possible par simple notification, mais il ne devient effectif que 12 mois après son annonce officielle. On va tout de suite faire un point avec Stéphanie Braqueuet, notre correspondante à Nairobi. Bonsoir Stéphanie, est-ce que vous pouvez concrètement nous expliquer quelle peut être la portée de ce vote au Parlement kényan aujourd'hui? Alors d'abord pour revenir un petit peu, parce que comme vous l'avez souligné, c'est d'abord un vote plutôt symbolique qui veut montrer la mobilisation politique autour des deux dirigeants. Les débats ont duré 4 heures avec une tonalité qui faisait largement écho à la déclaration des chefs d'État africains à l'Union africaine à Addis-Abeba en mai dernier. C'est-à-dire qu'on condamne les anciens pays colonisateurs européens qui auraient un agenda caché derrière la Cour pénale internationale. Il s'agissait de faire remonter la fierté africaine,
le Kenya est une grande puissance en Afrique, a souligné un des députés de la majorité, puisque vous le savez que la coalition du Jubilé, à laquelle appartient Uhuru Kenyatta, le président, et son vice-président, a la majorité au Parlement et au Sénat. Il s'agissait donc de montrer cette mobilisation politique et la motion a été largement votée, votée en majorité et maintenant il s'agit pour cette motion de devenir une proposition de loi qui sera à nouveau débattue et voire amendée au Parlement et ensuite il s'agira pour le président de la ratifier ou non. Stéphanie, rapidement, cela signifie que le président et le vice-président, le procès du vice-président et celui du vice-président vont se poursuivre à la CPI. Effectivement, comme vous l'avez dit d'ailleurs, le porte-parole de la Cour pénale internationale l'a bien rappelé, cette notification doit prendre, en tout cas la mise en place concrète du retrait du Kenya du statut de Rome n'aura pas d'effet sur les affaires en cours. Donc le procès de William Ruto et de son co-accusé Joshua Rapsang va bien commencer mardi prochain. Celui du président Uhuru Kenyatta va bien commencer le 12 novembre. Mais ce qui est vrai, c'est que à la fois cette mobilisation politique montre un regain de tension à l'approche du procès et aussi beaucoup de campagnes, de propagande, d'accusations, de témoins, de faux témoins entre le gouvernement, les partisans des deux leaders et la Cour pénale internationale. Donc il y a beaucoup de tensions à l'approche de ce procès. Merci pour cet éclairage, Stéphanie Braqueuet. Dans le reste de l'actualité, le ministre égyptien de l'Intérieur, Mohamed Ibrahim, qui a survécu à un attentat à la bombe, il a visé son convoi au Caire 2 heures après l'explosion. Il a fait une déclaration à la télévision d'État dénonçant une lâche tentative d'assassinat qui a fait de nombreux blessés, notamment parmi les gardes qu'il protégeait. Toute la façade de cet immeuble a été soufflée par l'explosion. Aux alentours, des carcasses de voitures calcinées. L'attentat à la bombe a eu lieu jeudi matin à Nasser City, un faubourg de l'est du Caire. D'après les autorités, il visait le ministre de l'Intérieur, Mohamed Ibrahim. Comme vous pouvez le voir, les voitures du convoi du ministre ont été détruites. Les personnes chargées de sa sécurité l'ont emmené dans un véhicule blindé. La jambe du portier de cet immeuble a été arrachée. L'explosion a fait de nombreux blessés, parmi lesquels des policiers. Le ministre de l'Intérieur, sain et sauf, a réagi 2 heures plus tard à la télévision d'État. C'était une lâche tentative d'assassinat. La police scientifique m'a informé qu'il s'agissait d'un gros engin explosif qui a été déclenché à distance. Et ils nous ont attaqués au moment exact du passage du convoi dans cette rue. J'avais prévenu qu'il y aurait une vague de terrorisme, a également déclaré Mohamed Ibrahim. Une référence à la dispersion sanglante des supporters de Mohamed Morsi le 14 août dernier. La police était alors en première ligne de l'opération qui avait fait des centaines de morts. Les frères musulmans, dont est issu le président déchu, ont pour leur part condamné l'attentat de jeudi. En France, la hausse du chômage ralentit. Le taux de chômage en métropole a atteint 10,5% au deuxième trimestre, selon l'INSEE, soit une progression de seulement 0,1 point, alors qu'il avait augmenté de 0,3 points au premier trimestre. Pour le ministre du Travail, c'est une bonne nouvelle. Il assure que, je cite, l'action du gouvernement sur le front économique et le front des politiques de l'emploi commence à porter ses fruits. Une question à présent, qui sera la ville qui accueillera les Jeux Olympiques de 2020? Réponse dans 3 jours. En attendant, les responsables de la candidature de Tokyo tentent de faire taire les inquiétudes sur la fuite d'eau radioactive de la centrale nucléaire de Fukushima dans le nord du Japon. Inès Ologaré. C'est le décompte final pour Tokyo. Les clips de campagne pour les Jeux Olympiques tournent en boucle à la télévision japonaise. Des athlètes à l'entraînement, des supporters enthousiastes, des images qui ne parviennent pas à faire oublier celle-ci et les paysages désolés de Fukushima. À 220 km nord de Tokyo, la centrale nucléaire fait de l'ombre à la candidature japonaise pour les Jeux Olympiques de 2020. Pas un jour ne passe sans qu'on découvre une fuite d'eau contaminée, comme sur ces images qui datent du 30 août dernier. À 2 jours de la décision du Comité olympique international, le Premier ministre japonais se veut rassurant. Ce que je peux vous dire, c'est que le gouvernement a pris la direction des opérations et qu'il essaie de résoudre totalement ce problème. Pour ce faire, nous sommes en train de mettre en place des mesures drastiques avec une ferme détermination. Je compte expliquer au Comité olympique que d'ici 7 ans, en 2020, tout cela ne sera plus un problème. Le site de Fukushima reste vulnérable. Des travaux délicats auront lieu d'ici 2020, tels que le retrait du combustible des piscines de désactivation.
À Tokyo, même si la majorité de la population est favorable à la venue des Jeux Olympiques, certains pensent que le gouvernement se trompe de priorité. Il devrait utiliser cet argent pour nettoyer la pollution radioactive et reconstruire la région détruite par le séisme et le tsunami. Je suis contre les JO, c'est une perte d'argent. Le gouvernement japonais a présenté un plan de 360 millions d'euros consacré à la sécurisation du site de Fukushima pour rassurer la population et le comité olympique. Sur les écrans en France, à partir du 2 octobre, le premier biopic consacré à Diana. Récemment, Naomi Watts, qui tient le rôle titre, confiait son appréhension. Elle redoute notamment la réaction des enfants de la princesse défunte. Il faut dire que le film parle d'une histoire d'amour secrète, celle que Lady Di entretenait avec un chirurgien. Récit de Pauline Paccard. Un réalisateur allemand et une star hollywoodienne, bien que britannique. Il n'en fallait pas moins pour incarner l'une des icônes de la fin du XXe siècle, Lady Di, disparue tragiquement en août 1997. Le film d'Oliver Hirschbiegel retrace les 2 dernières années de la vie de la princesse de Galles. Une vie de tapis rouge, de voyage, mais surtout d'histoire d'amour traquée par les paparazzis. Si c'est avec Dodi Al-Fayed que Lady Di est décédée, c'est une autre relation que raconte le film. Celle que l'ancienne épouse du prince de Galles a vécue avec un chirurgien, Asnad Khan. Celui que certains présentent comme le grand amour de sa vie. Un homme en colère aujourd'hui, il accuse le réalisateur d'avoir basé son film sur des rumeurs, sans son accord. Un film donc difficile. Naomi Watts, l'actrice qui incarne Diana, a longuement hésité avant de l'accepter, effrayée à l'idée d'offenser les proches de la princesse. Je pense que ceux d'entre nous qui l'ont connu, même très peu, vont aller voir le film. Parce que vous avez besoin de savoir si oui ou non Diana est là. Je ne sais pas ce que les enfants vont en penser. Comment William et Harry vont réagir s'il y a quelque chose qui peut être fâcheux. Après la chute sur les derniers jours d'Hitler, Oliver Hirschbiegel signe un nouveau film controversé. Derrière la légende se cache toujours la véritable histoire, c'est ce que promet la bande-annonce de Diana. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à aller jeter un œil à notre site internet. Je vous en rappelle l'adresse france24.com. Un dossier consacré à l'attaque chimique aujourd'hui à Damas, celle du 21 août dernier, avec les services secrets allemands qui accusent à leur tour Damas. C'est à lire à la une de notre site rédigé en 3 langues, français, anglais, arabe. La prochaine édition, ce sera dans un peu moins de 20 minutes. L'info continue. C'est sur France 24, bien sûr. À tout à l'heure.